Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous du 7info. Il sera notamment question du nouveau gouvernement. Prise de contact et déjà les actions sont annoncées donc pour le nouvel exécutif. Et puis, on verra la nouvelle recomposition de la scène politique, notamment au niveau de l'opposition burkinabé. On fera justement un clin d'œil à un ministre, c'est le plus vieux, il a fait 6 ans. Depuis la transition, ministre donc René Bagoro qui s'en va. Avec lui, on ira prendre quelques témoignages et d'images inédits. Et puis, on ira au cœur de la chirurgie ouverte, donc une opération assez inédite qui se tient du côté du centre hospitalier universitaire de Tenganogo, sans oublier qu'en début donc, de ce 7info, on sera en ligne avec l'athlète Yves Fabrice Zango, champion du monde du triple saut en salle. Voici pour le sommaire de ce 7info. Bienvenue à tous avec notre consultant de tous les dimanches, Siaka Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'être avec nous. Le 7info, c'est parti. Hugues Fabrice Zango sur le toit du monde. Décidément, le Burkinabé n'arrête pas de nous impressionner. Il a battu hier à Aubière en France le record du monde du triple saut en salle. L'athlète burkinabé de 27 ans, doctorant en génie civil, a construit méthodiquement sa victoire. Vous le voyez sur les images. Zango a fait un bond de 17,33 m au deuxième essai, 17,61 m au quatrième essai, 17,70 m au cinquième essai. Il a donc attendu son sixième et dernier essai pour sauter à 18,07 m, pulvérisant le record de 17,92 m détenu depuis 2011 par Teddy Tango, qui n'est autre que son entraîneur. Ce dernier a d'ailleurs tweeté: quand l'élève dépasse le maître, nous savions que le record va tomber. Hugues Fabrice Zango détient déjà les records d'Afrique en plein air depuis 2019 avec un bond de 17,66 m et en salle avec 17,77 m obtenu en 2020. Nous serons en ligne avec l'athlète tout à l'heure depuis la France, mais avant, nous vous reproposons ce portrait que nous avons dressé avec lui. C'est avec Vincent Mbadon. Fabrice Zango, deuxième concours pour l'instant. Allez Fabrice! Allez, tout donner sur le lancer. 17,09 m au triple saut. Dimanche 10 février au meeting de Liévin, l'une des plus grandes compétitions d'athlétisme au monde, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango est premier de la compétition. Mais lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de cette performance, voici sa réponse. Il y a encore des choses, des centimètres à gratter. Moi, ça m'énerve en fait. Mais avant de devenir le champion d'Afrique incontesté du triple saut, Fabrice a dû franchir plusieurs étapes. Suivez ce parcours exceptionnel d'un athlète qui fait flotter fièrement les couleurs nationales. Et on est prêt. Élève au collège La Salle en 2011 à Ouagadougou, le professeur DPS de Fabrice détecte en lui un potentiel sportif et l'encourage à s'inscrire à l'USBF. Mais le jeune Fabrice arrive au triple saut un peu par hasard. Je suis allé m'inscrire sur 100 mètres. En fait, on a droit à 2 épreuves. Je suis allé m'inscrire sur 100 mètres là-bas. C'était ce que j'étais allé faire en fait. Parce que sur 100 mètres, j'étais à l'école quoi. Mais bon, je suis allé, les PM Calis, on les connaît. Pam, pam, pam. Tout de suite, le tableau est là, tu es quatrième. On va faire comment? Il fallait que je me rabatte quelque part pour laver cette honte en fait. Donc, la longueur venait de finir. J'ai dit, allez, allons faire le triple saut. Je suis allé faire le triple saut et puis voilà le résultat. 13,54, repéré par M. Sanon Christian et dès lors ça a commencé. Mais première compétition au stade du 4 août, j'étais dernier. Ouais, il faut le dire, j'étais dernier avec 13,30 m, quelque chose comme ça. C'était vraiment... Et moi, je ne supporte pas en fait la défaite comme ça. Donc, ça m'a tout de suite passionné et je me suis dit, il faut que je gravisse les échelons. Il faut que j'aille en fait chercher ces personnes-là. Et justement, parmi ces personnes en 2012 qui sautaient 17,90, il y a mon coach actuel, Teddy Tango, qui avait déjà sauté 17,98 en fait en ce moment. Je me suis dit, oh là là, lui c'est un fou quand même. Oh, aujourd'hui, on dîne sur la même table. Teddy Tango,
C'est lui, le détenteur du record mondial en salle de triple saut. L'actuel coach de Fabrice Zango croit en ses capacités à le détrôner. Il s'est placé maintenant dans le gratin mondial comme un sacré concurrent et une personne qu'il faut surveiller maintenant et prendre au sérieux. Il n'a que 25 ans, il va sur ses 26. Il a encore du temps, il peut encore progresser, il a de la marge sur le plan physique, sur le plan technique, la maturité. Donc oui, je suis sûr qu'il ira beaucoup plus loin. Avec un saut de 17,58 m, Fabrice a explosé le 27 janvier à Paris le record africain du triple saut. Un record qu'il détient lui-même depuis 2018. Il se hisse ainsi au 20e rang mondial de tous les temps. Une première pour le club dans lequel il s'entraîne. Quelqu'un qui se classe comme ça au 20e rang mondial de tous les temps, ouais, effectivement, on n'a jamais eu ça au club avant, quoi. On a eu quelques recordman de France ou des mecs déjà qui se débrouillaient bien, mais là c'est du top niveau mondial et au club on n'avait jamais eu, quoi. Fabrice est un excellent ambassadeur du Burkina. C'est lui qui nous a appris par exemple que ça voulait dire homme intègre, par exemple, et il en est la preuve vivante, quoi. Fabrice Zango saute aussi loin dans les études. Inscrit en première année de thèse en génie électrique à Béthune, au nord de la France, il allie bien études et sport de haut niveau. Ça me tient beaucoup à cœur de montrer en fait qu'au Burkina, on peut des choses en fait. On peut beaucoup de choses. Le professeur Jean-Philippe Lecointe, qui l'encadre depuis son année de master, décrit un étudiant très appliqué. Fabrice Zango s'est très rapidement distingué par ses résultats, puisqu'il était major de promotion en Master 1 et en Master 2. On a donc identifié de grandes qualités scientifiques chez ce garçon. La question. Cette question-là, comment on allie le sport et les études? Franchement, c'est du planning, ça c'est sûr. Après, c'est de la discipline, c'est beaucoup de discipline. Un courage et une discipline qu'il compte bien préserver, surtout pour les Jeux Olympiques prévus en 2020 à Tokyo, au Japon. Les Jeux Olympiques, je ne vise pas seulement la médaille de bronze, hein. À défaut de la médaille d'or, ça sera la médaille d'argent, on va se le dire. Mais pour atteindre cet objectif, Fabrice Zango espère toujours un appui de la part de l'État burkinabé. Ses entraînements en France lui coûtent des dizaines de millions de francs CFA, une somme que l'athlète finance tout seul pour l'instant. J'ai eu beaucoup de promesses non tenues. J'espère qu'avec justement cette nouvelle performance-là, les promesses seront tenues et puis voilà, un engouement justement va suivre justement cet élan et pour qu'on réalise le rêve olympique du pays quand même. Il est temps, ça fait combien d'années que le Burkina n'a pas encore eu une médaille olympique? Il est temps, c'est maintenant, c'est en 2020. Bientôt docteur et peut-être aussi champion du monde du triple saut, Fabrice Zango y croit et continue de poursuivre sereinement ces deux lièvres. Et nous avons en ligne de la France l'athlète Hugues Fabrice Zango. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on imagine que c'est une triple satisfaction pour vous, hein? Record du monde du triple saut en salle, mais aussi record de votre entraîneur que vous avez battu là. Et puis, on dit, vous êtes le premier homme à avoir dépassé les 18 mètres en salle. En effet, c'est beaucoup de joie parce que être le premier homme à avoir franchi cette barrière, j'allais dire psychologique déjà, qui montre que nous pouvons aller au-delà de 18 mètres en salle, c'est vraiment un truc juste énorme. Et avoir battu mon coach, c'est dans la continuité des choses. On dit toujours que l'élève doit dépasser le maître, donc on est dans le progrès. Et effectivement, pour moi-même, c'est un autre verrou de sauter et ça m'ouvre énormément de perspectives et énormément d'envie pour la suite. Quelle a été votre réaction avec l'engouement suscité justement autour de cette victoire? Vous avez eu certainement les échos depuis votre pays, le Burkina Faso, notamment le chef de l'État qui a réagi. Hein. Ouais, effectivement, il y a énormément de personnes qui ont réagi à cette performance. Et d'ailleurs, j'ai reçu un appel du ministre des Sports, j'ai reçu un appel de différentes autorités de sport burkinabé et j'ai aussi lu et vu comme tout le monde les messages du président du Faso qui me sont adressés. Je suis extrêmement fier d'avoir pu représenter à un si haut niveau le Burkina Faso pour
dans tout ce que je fais en ce moment, hein, et notamment inscrire le nom d'un Burkinabé à la tête de tout ces grands noms de l'athlétisme que l'on connaît depuis 1900. Donc, c'est vraiment une grosse fierté pour moi et voir que le peuple, que le président du Faso me suit, c'est vraiment une immense fierté et ça m'interpelle aussi à plus de rigueur et à plus de résultats pour la suite. Voilà, en tout cas, désormais, vous représentez toute l'Afrique. Hein. Triple saut en salle, triple saut en plein air, c'est quoi le favori pour vous? Alors, la seule différence, c'est les conditions climatiques. En salle, nous sommes coupés de tout ce qui est vent et c'est surtout ça. Mais en fait, la différence entre la salle et le plein air, c'est juste, j'allais dire, la saison. La saison en salle se passe en hiver et la saison en plein air se passe en été. Mais battre un record du monde en plein air en salle, c'est tout aussi valable. En fait, il n'y a pas de différence entre les deux en vrai. C'est qu'en plein air, on a aussi le vent qui peut nous aider ou nous gêner. Il y a les conditions climatiques. Mais là, pour le coup, faire 18 mètres en salle, on peut tout aussi bien le faire à l'extérieur. Il n'y a pas de souci. D'accord, je dis ça parce que objectif 2021, JO 2021, hein, notamment, c'est en juillet prochain. Hein, et là, on imagine que c'est le défi qui vous attend désormais. En effet, déjà après ma médaille de bronze des championnats du monde 2019, je laissais miroiter quand même mon envie de ramener une première médaille olympique pour mon peuple, pour le Burkina Faso. Et avoir réalisé 18 mètres me rapproche un peu plus de cet objectif. Et maintenant, ça me place même non pas, j'allais dire, un prétendant à une médaille olympique, mais un prétendant à une médaille d'or olympique. Donc, c'est un level en plus. Et franchement, je suis extrêmement satisfait du travail et des résultats que nous obtenons à ce moment. Et si la santé et tout le reste nous le permettent, et je pense que nous pouvons faire de très, très, très belles choses aux Olympiades de Tokyo et ramener enfin cette première médaille, et j'espère de l'or, parce que c'est pour cela que l'on se bat, et pour le Burkina Faso. L'or, c'est l'objectif pour Tokyo 2021 pour vous? Désormais, c'est l'or, on ne peut plus viser plus bas après avoir sauté 18 mètres. Sinon, c'est se sous-estimer et c'est réellement ne pas être ambitieux. Tout à fait. Et pour ça, il faut franchement continuer à travailler, mais travailler, c'est aussi des ressources. On l'a vu tout à l'heure dans un reportage que nous avons diffusé sur vous, réalisé déjà il y a quelques mois du côté de la France avec Vincent Bado. Vous parliez de soutien. Oui. De soutien justement pour vous permettre justement d'aller encore plus haut. Est-ce que ce soutien de plus en plus du pays, du Burkina, vous l'avez financièrement, je veux dire? Alors, c'est vrai que ce reportage date de quelques temps maintenant. Mais sinon, après ma médaille, j'ai réellement reçu du soutien de l'État burkinabé. Et cela m'a permis justement d'avoir ce résultat. En fait, et lorsque j'avais laissé miroiter justement mon envie de ramener une première médaille olympique, je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Après avoir été reçu par le président du Faso, et j'ai eu beaucoup de promesses et justement les promesses ont été tenues. Et on avait pour ambition de ramener cette première médaille enfin. Et du coup, des moyens ont été mis à ma disposition pour pouvoir permettre ma préparation. Parce que c'est sûr que entre j'allais dire, le niveau que j'avais pour réaliser une performance qui me permettrait d'avoir une médaille olympique et désormais le niveau que j'ai pour avoir une médaille d'or olympique, il y a forcément un gap en plus et c'est sûr que les soutiens peuvent encore être plus conséquents pour nous permettre d'être davantage à l'aise et moins réfléchir en fait quant à mettre toutes les dispositions en place pour amener cette médaille d'or olympique. En avant donc pour Tokyo 2021. Merci Fabrice. Merci à vous. Merci. Seka Coulibaly, là, c'est un jeune qui ne cesse de nous émerveiller aujourd'hui. C'est tout l'espoir du continent africain aujourd'hui pour les JO désormais de Tokyo 2021.
Et là, il est en nette progression. Et figurez-vous que parallèlement, côté études aussi, tout va bien. Il est doctorant en ingénierie électrique. Oui, c'est vraiment une surprise pour moi de voir ce jeune-là réaliser des performances de cet ordre-là. Et ma petite inquiétude, c'est qu'au-delà de l'appui financier qu'on lui fait, je pense qu'il va falloir l'assister humainement aussi pour qu'il ne se sente pas trop seul, isolé dans des contrées qui diffèrent de son pays natal, son climat. Et aussi au plan sportif, faire en sorte qu'il ne soit pas sujet à des périodes de dépression qui pourraient jouer sur lui d'ici les Jeux Olympiques. Parce que là, on parle de diplomatie, ça c'est un ambassadeur à travers le sport. Non, c'est un ambassadeur du Burkina. Je ne sais pas si on a d'autres performances sportives qui atteignent ce niveau qu'il vient de réaliser. Pas du tout. Et donc le pays devrait consacrer toutes les ressources nécessaires, pas seulement financières, mais au-delà de ça, un suivi vraiment, l'entourer de toutes les attentions, de sorte qu'ils ne subissent pas des contre-coups. On le sait, dans les pays où ils sont, il y a assez d'isolement sur le plan humain, notamment avec cette période de Covid-19. Il faudrait veiller à ce qu'un incident n'arrive pas et faisant en sorte que notre athlète ne puisse pas être présent aux Jeux Olympiques et surtout ne puisse pas réaliser les performances dont il est capable. Donc il faudrait que ce soit un objectif national que l'État porte au plus haut niveau avec le département des sports, qui vient justement de connaître un nouveau pensionnaire qui lui-même est un ancien sportif. Donc je pense qu'il doit être plus sensible à cette situation, de sorte que nous pouvons espérer que d'ici le mois de juillet, au mois de juillet, nous ayons encore des motifs de satisfaction, des motifs de joie grâce à M. Zango. En tout cas, Hugo Fabrice Zango qui nous vaut des lauriers, on l'a dit, c'est vrai, à côté il y a le football, mais il y a l'athlétisme. C'est vrai que c'est une discipline qui bénéficie de peu d'attention par les pouvoirs publics, dans les politiques publiques en matière de développement du sport. Le football prend la grosse part du gâteau malheureusement, mais Hugo Fabrice Zango est la preuve qu'il faut aussi investir dans des disciplines comme l'athlétisme par exemple. Absolument. En réalité, je pense qu'il y a une sorte d'injustice qui est faite au profit du football, qui lui en réalité n'a pas besoin tellement des appuis de l'État, puisque c'est un sport populaire dont les conditions de mise en œuvre peuvent permettre à ces sports-là de se soutenir par les billets d'entrée au stade, par les droits télé. Le football peut avoir déjà les moyens en lui-même de se soutenir. Alors que, en tout cas dans notre contexte, l'athlétisme est beaucoup moins prisé par les populations, si bien qu'il est nécessaire que l'État y consacre plus de moyens. Peut-être pas comme les pays développés, les États-Unis, qui consacrent énormément d'argent pour l'athlétisme, mais au moins réaliser le minimum de soutien dont les athlètes peuvent avoir besoin. Maintenant que Fabrice Zongo est sur le tremplin pour une performance mondiale de premier niveau, je pense qu'il est vraiment temps de consacrer beaucoup de soutien à lui, notamment un suivi régulier de la part du ministère, de sorte que des missions puissent le rencontrer, l'encadrer, lui apporter le soutien du peuple de l'État burkinabé. Voilà, donc on va tout de suite rejoindre notre Burkinabé qui fait la fierté du pays à l'étranger. Victor Onadja vit aux États-Unis. Il est installé dans ce pays depuis 4 ans maintenant, notamment dans l'État de l'Illinois, à Chicago précisément. Il faut noter que lui aussi a remporté 2 prix, l'un dans le marketing avec World Marketing Summit, le sommet mondial du marketing, et l'autre dans le domaine de l'éducation avec le Forum global pour l'éducation. Monsieur Onadja, bonsoir. Bonsoir, merci à BF1 pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer. Oui, merci donc de répondre justement à notre invitation. Je le disais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de l'athlète Hugo Fabrice Zango en triple saut qui bat le record du monde donc, en salle en faisant donc un saut de 18,07 m, record mondial. Mais il y a aussi
d'autres compatriotes comme vous, notamment du côté des États-Unis, qui nous apportaient des lauriers. Vous avez notamment remporté le prix du Forum global sur l'éducation. C'est quoi exactement ce prix? Le Forum global sur l'éducation, c'est un forum qui regroupe des chercheurs des universités et qui soumettent des projets et des programmes dans l'optique d'avoir une autre vision de l'éducation. Donc, c'est dans ce sens que j'ai eu à proposer des projets sur l'éducation et aussi ma vision des choses sur l'éducation dans 10 ans, 20 ans. Et j'avais déjà construit un programme avec une ONG hollandaise, Bekenverzet, dont l'objectif était de payer des masters qui allaient permettre aux pays sous-développés de pouvoir se développer rapidement en payant leurs dettes à travers l'écosystème, tel que Bitcoin. Normalement, un pays comme le Burkina qui a appliqué ce projet, on essaie de découper le projet par commune de 5 000 habitants et ça crée 4 000 emplois. Et avec la Bitcoin, il y a des fonds par tonne qui font 239 000 $ qu'on peut reverser à la commune. Donc, ça permet à la commune de pouvoir travailler de façon interactive et de payer leurs dettes. Donc, les communes seulement pouvaient aider les États à payer leurs dettes à travers ce programme. C'est à travers ce programme qu'ils m'ont contacté. Quand j'ai postulé, il y a au moins 1 million de gens qui postulent. C'est dans le monde entier. Et j'ai été sélectionné pour être parmi les 100 visionnaires dans le domaine de l'éducation cette année. Et il faut dire que vous avez été sélectionné parmi plus de 50 000 personnalités de l'éducation du monde des universités. Oui, oui. On a déjà... C'est ça que ça a beaucoup aidé oui, on vous écoute. Ce prix-là. Et alors, donc, comme vous l'avez dit, vos travaux ont porté sur la recherche et la contribution donc, à la qualité de l'éducation et votre vision pour les 30 années à venir. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur le système éducatif burkinabé? Oui, j'ai déjà travaillé dans le système éducatif burkinabé. J'étais enseignant-chercheur à l'ISIG à Hope Nouvelle avant de venir ici et rentrer aussi dans le domaine de l'éducation et en temps entreprendre. Et maintenant, bon, je viens de lancer une compagnie de transport. Bon, c'est ça qui m'a valu le 2e prix sur le marketing. Alors, de loin, vous qui avez justement été enseignant au niveau du Burkina, vous êtes aujourd'hui du côté des États-Unis. Quel est le regard justement que vous portez sur la qualité de notre système éducatif? Bon, notre système éducatif, c'est vrai que nous formons, mais on ne s'adapte pas à nos réalités. Aux États-Unis, quand on forme les gens en tenant compte des besoins dans 10 et 20 ans. Donc, automatiquement, quand on finit de former les gens, le besoin est ressenti et les entreprises peuvent entreprendre. Et nous enseignons que plus théorique, en accent plus vers l'extérieur. On ne tient pas compte de nos réalités. Par exemple, le cas des projets intégrés, c'est le type de projet normal qu'on devait enseigner pour permettre à résoudre nos problèmes. Puisqu'on enseigne pour résoudre des problèmes. On n'enseigne pas pour en créer. Et c'est la différence avec le système éducatif américain. Enseigne pour résoudre automatiquement les problèmes qui vivent au jour le jour. C'est pour ça qu'ils innovent. Oui, c'est vrai que depuis un certain temps quand même, le gouvernement est dans la dynamique de la révision des curricula. Il est question justement d'adapter les contenus aux besoins du marché de l'emploi, des entreprises, etc. C'est une dynamique qu'il faut poursuivre justement. Oui, c'est vrai, c'est une dynamique. Je pense que le problème qui est là, ce dynamisme peut être freiné parce qu'ici, on est plus axé dans le privé. Et ça fait que les banques accompagnent tous les acteurs. Et c'est les banques qui aiment le risque. Notre système, parce qu'on peut enseigner des gens, les donner ce qu'il faut, ils peuvent créer. Mais lorsque le système bancaire n'est pas adapté à accompagner le risque, ça devient un frein. Nous enseignons, mais on ne peut pas résoudre
le problème auquel nous faisons face. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans le domaine, genre dans l'insécurité. Normalement, l'État devait beaucoup miser sur le concept, par exemple, beaucoup de stratégies. Des jeunes pouvaient innover à travers des drones, plein de trucs pour résoudre le problème de l'insécurité. On a le problème de l'alimentation, l'agriculture. Donc, il faut tenir compte de ça et que le système bancaire aussi accompagne, accepte le risque. Lorsque le système bancaire n'accepte pas le risque, on peut donner toutes les qualités, toutes les formations qu'il faut aux gens. Ils ne peuvent pas l'appliquer parce qu'il n'y a pas un accompagnement. C'est en amont et en aval. Quelques soucis avec la ligne, ça grince. Merci en tout cas à vous, Victor Onadja. Je rappelle que vous vivez du côté de l'Illinois, précisément à Chicago, et que vous êtes lauréat notamment de 2 prix dans le domaine du marketing, mais surtout dans le domaine de l'éducation. Vous avez été sélectionné parmi 50 000 personnalités pour le Forum global sur l'éducation, donc, et c'est à l'issue de cela que vous avez été primé. Merci encore une fois. Merci. Je vous transmettrai les vidéos à Las Vegas. Le prix sera remis du 19 au 21 et l'autre du 27 au 28. Et on vous enverra les images. Et vraiment, je tiens aussi à remercier et vous encourager beaucoup. Nous avons vu les difficultés que vous avez traversées avec l'incendie qui s'est passé. Et nous souhaitons aussi apporter notre contribution pour que votre télé grandisse parce que vous êtes une grande fierté pour nous aussi. Merci, M. Onadja. Merci. La suite de cette info, déjà, on parlait tout à l'heure de Fabrice Zango, mais il n'y a pas que Fabrice Zango, il y a aussi d'autres Burkinabés qui essaient de porter haut le drapeau du pays. Bien sûr. Je pense que là, on vient d'avoir encore des exemples de jeunes qui, à l'extérieur du pays, se battent pour rehausser l'image du pays, qui sont des très bons ambassadeurs. On a vu ici même sur votre chaîne que plusieurs fois aux États-Unis, on a pu parler avec des jeunes qui sont là-bas, qui dans divers domaines arrivent à exceller. Cela prouve que le pays contient quand même des ressources importantes, mais je me demande si ce n'est pas justement parce qu'ils sont à l'extérieur qu'ils arrivent à démontrer leur capacité. Il faudrait donc, comme il a un peu soulevé, qu'on arrive aussi même à mettre en place... S'il est parti, c'est peut-être aussi parce que sur place, il n'arrive pas à s'exprimer comme il faut. Il faudrait qu'on arrive à améliorer nos différents systèmes, que ce soit le sport, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'éducation en général, ou même d'autres domaines, l'agriculture, il a parlé de la sécurité, qu'on puisse en fait permettre l'éclosion des valeurs, de sorte que les différents problèmes auxquels les gens sont confrontés puissent être résolus par les ressources qui existent dans la société. Alors que nous avons, je pense, un système qui est trop centré sur l'État, qui planifie des actions, qui recherche des moyens pour réaliser ces actions-là. Alors que dans d'autres pays, on laisse la société libre de générer les ressources, les solutions, etc. C'est peut-être cette révolution qu'il va falloir apporter et libérer un peu les forces qui existent, de sorte qu'on puisse résoudre nos différents problèmes. Voilà. Revenons donc chez nous pour parler de politique, prise de contact, des visages, des noms. Le nouveau gouvernement est prêt pour aller à l'action. C'est un gouvernement de 33 membres, 33 ministres pour ce début du deuxième quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Il y a les sortants, les restants et les entrants. Ils sont 14 nouveaux ministres à faire leur entrée au gouvernement, parmi eux 7 hommes. Il y a quelques mois seulement, il était le chef des files de l'opposition politique, près de 10 années passées à ce poste. Zéphirin Diabré, président de l'UPC, est nommé ministre d'État auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. On dit que son entrée au gouvernement était attendue. Son parti va-t-il rejoindre les rangs de la majorité? Comment va-t-il manœuvrer entre le retour des exilés, le dialogue politique et la gestion des tensions intercommunautaires? Il est attendu au pied du mur. Lui aussi est attendu au pied du mur dans un secteur où règne la désorganisation et l'opacité entretenue par les entreprises immobilières. Maître Benewende Sankara, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, devra éviter notamment que ne dégroupille la bombe à retardement du foncier et du logement. Au ministère de la Santé, c'est un néophyte aussi. Le professeur Charlemagne Ouedraogo
Ce gynécologue très médiatisé arrive dans un département où ses prédécesseurs se sont presque tous cassés les dents. Plateau technique vieillissant et inexistant dans les hôpitaux publics, politique de gratuité des soins encore à l'étape embryonnaire, relations avec les organisations syndicales délétères, tout un chantier. Victoria Ouedraogo Kibora, magistrate de grade exceptionnel 5e échelon, est nommée ministre de la Justice garde des Sceaux. Au-delà de la gestion des dossiers pendants, cette ancienne secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature entre dans un gouvernement qui peine à appliquer les décisions de justice qui l'incriminent. Peut-être son premier chantier. Toujours au compte des arrivants, il y a Ousseini Tamboura, ministre de la Communication. Comment va-t-il gérer la tension permanente qui a régné entre son prédécesseur et les agents des médias publics? Eux aussi font leur entrée dans le gouvernement. Ousmane Nakro, ministre de l'eau et de l'assainissement. Dominique Nana, ministre des Sports. Ministre de la Culture, Elise Ilboudo Tiombiano, ministre des Ressources animales, Modeste Yerbanga. Tout ce beau monde vient rejoindre Éric Bougouma et Alpha Bari, respectivement ministre des Infrastructures et ministre des Affaires étrangères, battent le record de longévité avec 5 années passées à la tête de leur département. Au ministère de la Défense et celui de la Sécurité, Chérif Si et Ousseini Kompaoré devront trouver des solutions à la désormais sempiternelle question de l'insécurité. Le professeur Stanislas Ouaro devrait poursuivre les travaux herculéens entamés dans l'éducation nationale. Il aura réussi la prouesse d'organiser les examens en pleine crise sécuritaire et sanitaire. Ismaël Bachir prend les pleins pouvoirs avec l'énergie, les mines et les carrières. Il faut très vite redorer le blason d'un secteur minier miné par des scandales retentissants qui ont éclaboussé l'ancien ministre des Mines. Vincent Dabilgou reste au transport. On est difficilement remplaçable quand on a apporté 13 députés à la majorité. 33 commandos dont 9 femmes, 27% de l'effectif. Encore un peu d'effort pour atteindre la promesse du chef de l'État de 30% de quota, mais dans combien d'années? Chaka, désormais, ils ont été installés, place à l'action, justement. Oui, tout à fait. Et on a entendu avec le premier discours déjà du ministre de la Santé, notamment Chalmaï Ouedraogo, qui parle de mater les clans. Discours d'affirmation, peut-être, ou là, discours qui annonce les couleurs. Qui annonce les couleurs, je me demande si le ton va permettre d'apaiser un peu le climat dans ce département, qui en a beaucoup besoin. Parce qu'au-delà donc des bisbilles entre les grands de ce ministère qui sont les professeurs, il n'y a que les syndicats sont parmi les plus durs. Quand ils mènent des grèves, les conséquences sont très néfastes. Donc je pense qu'il y a plutôt besoin d'apaiser les différents camps. Et cette manière, à mon avis, d'aborder les choses dans ce département peut conforter ceux qui pensent qu'il faut quelqu'un qui n'est pas du département, qui serait donc naturellement au-dessus des différences. Parce qu'on le sait, la santé est tellement diverse en termes de spécialité que chacun peut-être défend sa spécialité. Et si l'un d'entre eux est porté à la première responsabilité du département, il ne faudrait pas que ce soit l'occasion peut-être de faire ombrage aux autres. Et c'est là où je pense qu'il faudrait peut-être harmoniser cet aspect-là. Et le Premier ministre étant quelqu'un de pondéré, il va très certainement travailler à ce qu'on ramène plutôt le calme dans ces départements. Parce que de toute façon, le ministre a beaucoup de pouvoir, mais il ne saurait atteindre ses objectifs si toute la machine ne fonctionne pas. On a vu avec la survenance du Covid-19 où la ministre s'est retrouvée à un moment donné donnant des informations qui par la suite avaient posé problème. Elle l'a même reconnu publiquement à l'Assemblée nationale. Et lorsque le ministère ne fonctionne pas en harmonie avec son premier responsable, c'est sûr que cela va poser des problèmes. Je pense que c'est un mot justement de nouveaux venus et qu'avec les jours à venir, il a certainement pris la mesure et qu'il va plutôt résoudre les problèmes plutôt que d'en créer beaucoup plus. Et il y a aussi, on a vu le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirin Diabré,
très vite, qui a commencé des concertations. Il était notamment avec le CIS, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. C'est peut-être la bonne porte d'entrée parce que pour beaucoup, cette réconciliation dont on parle, c'est une affaire de politiciens, d'acteurs politiques. Il a peut-être été stratégique en commençant par là? Oui, tout à fait. Et à cette rencontre, il a parlé des signaux qu'il fallait donner pour expliquer en quoi consistait, en gros, cette réconciliation dont on parle tant. C'est vrai que la dimension politicienne de la question de la réconciliation domine, mais le reste est beaucoup plus important. Et le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale a comparé la réconciliation à un iceberg dont l'aspect politique est la partie visible. Et le reste est beaucoup plus important, même si on ne la voit pas. C'est ce qui montre qu'il a justement pris la bonne mesure du travail qu'il a accompli. Et surtout, en allant tout de suite sur le terrain, il montre un peu la direction dans laquelle le travail qu'il va conduire va se porter. Et que, comme on le sait toujours, dans les grands conflits, dans les grandes crises, il ne faut négliger aucun acteur. Et c'est ce que Zéphirin Diabré a démontré en rencontrant déjà cet acteur-là, et qui va très certainement participer à la réconciliation nationale, en commençant déjà par la conception du concept et la stratégie qui va avec. On a vu aussi l'autre figure célèbre quand même, Maître Benouédé Sankara pour l'habitat et l'urbanisme. Il était ce matin chez nos confrères de Radio Omega, parlant justement des questions foncières, cette bombe dont on parlait tout à l'heure. Il dit, nous allons discuter avec tous les acteurs, que tout le monde se tienne tranquille. J'aimerais demander à ceux-là qui ont commencé à m'appeler dans ce sens que ce n'est pas la peine. Tout se fera dans la transparence, dans l'équité et dans le respect des droits de chacun. Si tu as des droits, ils seront protégés. Si tu n'en as pas, ne compte pas sur Maître Sankara. Oui, c'est clair que c'est un des domaines sensibles du travail que le gouvernement doit faire. Et le chef de l'État, déjà dans la campagne, avait identifié le foncier comme une des préoccupations qui le retenait, avec cette question de réconciliation. Donc, c'est pour ça qu'à ces deux postes, il a placé des personnalités politiques incontournables aujourd'hui, qui n'ont pas besoin de plus pour pouvoir agir. Donc, Zéphirin Diabré, pour la réconciliation, a suffisamment de poids. Il discutera avec ses premiers responsables, le Premier ministre et le chef de l'État. Dès lors qu'il aura les orientations, il va y aller. Et Maître Sankara, pareillement, dès qu'il aura les orientations du Premier ministre et du chef de l'État, il va également foncer parce qu'ils ont la surface politique nécessaire pour conduire ces actions-là. Contrairement à d'autres ministres qui, dans leur domaine, seront obligés donc de composer avec d'autres qui pourraient les contraindre un peu. Et voilà qu'il y a deux départements ministériels où on a placé des personnalités politiques de poids. Et j'espère que le responsable de la décentralisation va également user de son poids également, parce que c'est un des premiers responsables du MPP, pour aussi faire de ce département-là un département où on n'hésite pas. Parce que c'est ça le gros problème de nos différents départements ministériels. On a des ministres, on a des responsables, mais en général, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont affaire à beaucoup d'obstacles internes au ministère et parfois aux acteurs extérieurs de leur ministère. On rappellera le cas de Sango, qui a eu beaucoup à faire avec les artistes. Et il a eu beaucoup de difficultés aussi à dominer son secteur. C'est peut-être parce que son poids politique n'était pas suffisant pour lui permettre donc d'imposer un certain nombre de décisions, de visions. Voilà. Et un nouvel exécutif donc qui s'installe, une nouvelle majorité présidentielle aussi. La classe politique burkinabé se recompose donc. Que dire du nouveau visage de l'opposition? L'image était saisissante ce 11 janvier, Zéphirin Diabré dans la photo des familles du nouveau gouvernement. Celui qui a été chef de file de l'opposition politique pendant presque une décennie entre dans la majorité. L'effet est immédiat. L'UPC ne siège plus au sein de l'opposition politique du Burkina Faso.
C'est donc une nouvelle page qui s'écrit pour l'opposition burkinabé. Ironie du sort, son leadership sera incarné par le CDP. Après 27 ans passés au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès fait le trajet inverse. Quel sera donc le visage du CFOP sous la houlette de Edi Komboigo? Première inconnue, comment vont réagir les jeunes formations politiques face à cette nouvelle donne? Est-ce que nous allons être affiliés au chef de file de l'opposition, puisque ce n'est pas nous qui dirigeons donc le chef de file de l'opposition, et comme je le dis, c'est le chef de file de l'opposition qui va définir véritablement quelle sera la ligne de conduite de la nouvelle opposition. Mais je dis, notre parti, s'il se reconnaît dans la ligne de conduite, dans le schéma de combat qui sera défini par le chef de file de l'opposition, il s'engagera donc avec le chef de file de l'opposition. Mais s'il ne se reconnaît pas dans ce schéma de combat, bien entendu, il va s'en démarquer. Il y a déjà certains partis qui se sont démarqués du CFOP pour une opposition appelée opposition non affiliée. Vont-ils rejoindre le CFOP ou alors va-t-il avoir des passerelles entre les deux entités? Donc je pense que nous allons continuer notre travail d'opposition et éventuellement nous allons engager les discussions avec le chef de file de l'opposition actuel, le président Edi Komboigo, pour voir les points d'accroche, les points de collaboration possibles, les points de consensus possibles. Puisqu'il y a des questions pour lesquelles il y aura une convergence de vues, mais il y aura peut-être des questions pour lesquelles il y aura un tempérament différent, une vision différente, et il faut que chaque branche, chacune des deux branches de l'opposition puisse affirmer sa vision et sa personnalité. Vision, direction, qu'attend-on réellement du CFOP version Edi Komboigo? Sur chaque acquis démocratique que nous avons, nous devons nous battre pour conserver les acquis démocratiques. Et nous devons nous battre également pour renforcer davantage donc, la qualité de notre processus démocratique. Ce que nous avons constaté ces dernières élections, avec les insuffisances que nous avons relevées dans l'organisation donc, des élections, nous devons avoir une opposition capable de dénoncer effectivement donc, les insuffisances du point de vue des textes, du point de vue donc, de la pratique gouvernementale et du point de vue de la gestion de la chose publique. Nous devons avoir une opposition qui va éclairer davantage donc, le peuple burkinabé et attirer son attention sur tout ce qui ne va pas. Sera-ce la ligne directrice que Edi Komboigo et le CDP vont fixer au CFOP? Les semaines et les mois à venir permettront sans doute d'en savoir plus quand l'action gouvernementale sera enclenchée et que vont apparaître les premiers couacs. Tchaka Coulibaly, voilà, c'est un CFOP qui est quand même plus que jamais fragilisé. Moi, je ne pense pas. Pour moi, c'est vrai, le CFOP va connaître une nouvelle trajectoire. Surtout avec l'arrivée de nouvelles têtes. Je veux parler des personnalités qui dirigent la plupart des partis qui se retrouvent aujourd'hui de ce côté de la ligne politique du pays. Le CFOP sera dirigé par Edi Komboigo, qui, c'est vrai, est le président du CDP, mais n'a pas encore assuré cette fonction de chef de file de l'opposition, ce qui donc, ouvre des perspectives nouvelles. Donc, à la place de Zéphirin Diabré, qui a assumé le poste pendant 8 années, puisqu'il y était depuis 2012, Edi Komboigo va maintenant, sur la base de l'expérience passée, voir comment il faut définir une nouvelle trajectoire pour cette opposition. À la lumière des élections du 22 novembre 2020, ils verront, comme le dit Ambroise Farama, quelles sont les tâches immédiates, essentielles, que l'opposition devra résoudre dans son combat pour la conquête du pouvoir politique. Maintenant, la grande question, c'est celle de la cohésion de tout ce qui est opposition. C'est tout cela la question. Voilà. Edi Komboigo, avec qui justement au CFOP? Donc, le CFOP... Là, on voit déjà que tout de suite, quand vous écoutez Maître Farama, quand vous écoutez le professeur Soma, visiblement, ils ne sont pas tout de suite prêts à sauter pieds joints au CFOP. Oui, c'est cela la démocratie. Ça signifie tout simplement que le CFOP va donc ouvrir les concertations avec les autres partis et puis ils vont trouver ce qu'on appelle en politique un programme minimum qui va réunir les partis de l'opposition. L'astuce, c'est de trouver les points de convergence, d'en faire un programme minimum et les points où il n'y a pas de convergence, chaque parti va défendre son idéologie. Imaginez que sur, par exemple, l'écologie, sur les changements climatiques, sur les normes de pollution, c'est clair que les partis ne sont jamais tous
au même niveau. Jusque-là, on regarde les figures qui ont jadis constitué cette opposition. Quand vous regardez là, Ablassé jusque-là ne se prononce pas clairement. On ne sait pas, après ses relations difficiles avec Zéphirin Diabré pour le CFOP, va-t-il rejoindre finalement le secteur cette fois-ci ou attend-il de voir l'évolution de cette question de la réconciliation nationale pour espérer un gouvernement d'ouverture par la suite et y entrer? Pareil pour l'ADF-RDA, Gilbert Noël Ouedraogo, jusque-là n'est pas très précis, il ne dit pas tout de suite clairement qu'il va faire de l'opposition. Et donc, il y a toutes ces incertitudes. Quand vous écoutez le professeur Soma, on a l'impression qu'il n'est pas prêt de tourner la page ONA, l'opposition non affiliée. Et donc, on se demande, est-ce que là, Edi Kombouego ne risque pas de se retrouver pratiquement presque seul parti, en tout cas, qui a un poids réel à diriger le CFOP? Oui, c'est très clair que l'exercice va être périlleux pour Edi Kombouego, parce qu'il sera obligé de composer sur plusieurs terrains en même temps. En même temps qu'il va faire l'opposition classique, c'est-à-dire évaluer l'action gouvernementale et la critiquer, il sera obligé aussi de travailler à consolider son instrument qui est le CFOP. Donc, peut-être que cette réconciliation nationale va être l'opportunité de modifier aussi le cadre du CFOP également. Ce n'est pas exclu du tout. Donc, mais c'est des questions très sensibles en termes de stratégie politique. Donc, quand vous évoquez Ablassé Ouedraogo, je me demande si Ablassé Ouedraogo ne gagnerait pas à rentrer dans un groupe dans lequel il aura plus de poids pour la discussion au niveau de la réconciliation nationale, afin d'obtenir des résultats plus importants, plutôt que d'attendre dans l'expectative et ne pas prendre position, ce qui peut le rendre moins solide au niveau des discussions dans la réconciliation. Voilà. Peut-être. Oui, la CODER, mais est-ce que ce sera suffisant pour conquérir des positions? Donc, mais je ne tranche pas sur ces questions-là. C'est à eux, en tant que chefs de partis politiques, de voir comment ils vont composer. Mais ce qui est important aujourd'hui à noter, c'est qu'on avait à l'élection présidentielle l'arrivée des jeunes loups, la nouvelle génération donc, dont on parle, qui va aujourd'hui jouer les premiers rôles sur la base de l'expérience de l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement pour ces jeunes loups d'occuper pleinement leur place au sein du CFOP pour véritablement jouer ce rôle de contre-pouvoir? Pour augmenter leur surface politique, justement. Donc c'est pour ça que Edi Kombouego a une lourde... Parce qu'à ce jeu, on se demande s'il ne fragilise pas plus justement l'opposition à travers l'institution CFOP, justement. Mais rien n'est fait encore quand même. Ils ont dit qu'ils vont discuter, et le principe est acquis, à la fois chez M. Farama que chez Soma. Mais ils disent tout simplement que ce n'est pas gagné d'office et qu'il y a des points de convergence et il y a des points sur lesquels il va falloir discuter. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'ils ne vont pas rentrer dans le CFOP. Donc ces jeunes loups dont je parlais, dont fait partie Edi Kombouego également, parce que c'est sa première fois de prendre part à l'élection présidentielle. Donc il faut qu'ils assument leur position, parce que qu'on le veuille ou pas, le temps aujourd'hui les donne comme cette génération qui va jouer les premiers rôles au minimum dans 5 ans. Il y a aussi un acteur comme Taïro Bari aussi, exactement, qui jusque-là aussi n'est pas précis. Exactement. Mais je pense qu'on est juste au début. Il fallait voir le gouvernement pour savoir ceux qui adhéreraient à ce gouvernement-là. Et après, juste, c'est sûr que le CFOP va se retrouver dans les jours à venir, juste après les vacances, donc après la fin de l'année, pour commencer les discussions et le travail, soit pour constituer le bloc de l'opposition, soit pour travailler même sur les réformes au sein de l'opposition et sur les réformes du pays. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la Constitution, il y a le Code électoral, il y a plusieurs domaines comme ça où il faut travailler. Donc le CFOP a du pain sur la planche, surtout composé aujourd'hui de ces jeunes loups-là, qui, eux, ont la responsabilité de définir la trajectoire politique du pays dans les années à venir. On attendra de voir donc. Arrêtons-nous ce soir sur un ministre qui est parti. C'est le ministre qui a le plus duré au gouvernement. Depuis la transition en 2015, il est ministre. 6 ans donc dans l'exécutif. René Bagoro s'en va avec le sentiment du devoir accompli. René Bagoro, arpentant les allées du ministère de la Justice, un département qu'il a dirigé 5 années durant, sans interruption.
À 1 heure environ de la passation de service avec son successeur ce 14 janvier, le désormais ex-garde des Sceaux a tenu à dire au revoir à ses collaborateurs avant de partir. Il passe dans chaque bureau. Salutations par-ci, rires et remerciements par-là. Vous avez été formidable, 5 ans d'accompagnement, je ne vais pas oublier. Quelques instructions aussi, sans doute les dernières. Des collaborateurs qui auront gardé une certaine image de leur patron. Un monsieur très humble, beaucoup travailleur. Voilà, c'est ce que nous retenons de lui. En tout cas, en termes de collaboration, il n'y avait pas de problème. Il était un ministre qui comprenait tout le monde. Voilà. À tout moment, on peut le toucher. Vraiment il n'y avait pas de barrière. Les barrières, elles étaient par contre très visibles entre René Bagoro et le corps des magistrats avec lequel les relations étaient des plus exécrables. Interrogé sur la question, le syndicaliste qu'il a été en profite pour régler quand même quelques comptes. S'il y a des gens qui ont estimé que je devais, parce que je suis un ancien responsable syndical, me conduire dans le gouvernement comme un syndicat, c'est qu'ils n'ont rien compris de l'action gouvernementale. L'essentiel pour moi est que, quels que soient les soubresauts, les attaques, j'ai pu mener ma mission selon ma lettre de mission. Une mission officiellement terminée depuis le 30 décembre, date à laquelle le gouvernement a été dissous. Alors, pour une dernière fois, René Bagoro entre dans ses bureaux pour les derniers actes. Non, je suis en train de relire pour la dernière fois mon discours de revoir et surtout de voir les pièces qui vont faire l'objet de la passation de services, parce que je dois quand même faire le point des dossiers en naissance à mon successeur et donc je suis en train de jeter un dernier coup d'œil pour me rassurer que tout est en ordre. Que tout soit en ordre, comme l'est le bureau soigneusement rangé. Pour ne pas vous cacher les choses, moi, ma table, j'avais déjà fait mes bagages quand même, ça fait à peu près 3 mois. Parce que j'avais pensé que le moment était venu pour moi de partir. Et au moment de partir, le magistrat qu'il est essaie de dresser la nuance entre sa profession et le job de ministre. Vous savez, quand on est magistrat, on décide, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On rend la décision à son âme et conscience. Quand on est ministre, on doit tenir compte de beaucoup d'intérêts qui convergent pour pouvoir gérer des situations. Et on doit rendre compte. Bien sûr, on doit rendre compte parce qu'on est mandaté par des gens. Ce n'est pas le même monde. Une appréciation des choses que René Bagoro transmettra sans doute à son successeur, Victoria Ouedraogo Kibora, qui le rejoint. Les deux serviteurs d'État vont passer plusieurs minutes à huis clos. Ensuite arrive le secrétaire général du gouvernement et l'ex-ministre des Droits humains. Nous sommes à une poignée de minutes de la passation des services. Il faut partir. Et il est parti, René Bagoro. Seka Coulibaly, René Bagoro, droit dans ses bottes, malgré le départ sur sa position sur les syndicats. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un ministre qui a eu quand même pas mal de tiraillements avec l'essentiel des agents de son ministère. Je veux parler des magistrats. Étant magistrat lui-même, il connaît aussi le corps. Donc, c'est sûr que c'était compliqué pour lui de naviguer dans cet environnement-là. Ceci dit, il a certainement raison lorsqu'il dit qu'un syndicaliste qui accède à la fonction de ministre doit se comporter différemment. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale, il y a aussi l'action du chef de l'État, que le ministre est chargé de déployer à travers son département. Il reste dans un canevas. Mais je pense que les difficultés qu'il a rencontrées avec les magistrats se situent plutôt au niveau de la gestion des cas qui sont survenus, notamment les traitements, les grèves. C'est plutôt à ce niveau que les difficultés sont arrivées, mais ce sont des difficultés inhérentes au fonctionnement du département. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment une matière à épiloguer sur le départ de René Bagoro, parce qu'il a quand même duré à cette fonction. Cela signifie que d'un certain côté, il avait aussi un certain doigté, et sinon il serait peut-être parti avant, puisqu'il y a eu des remaniements dans le quinquennat. S'il est resté, ça veut dire que quand même, quelque part, il donnait satisfaction. Visuellement, quelque peu aussi fatigué, oui. Prêt à partir parce qu'il a dit qu'il avait déjà fait ses cartons. Oui. On vous amène à présent au cœur de la chirurgie à cœur ouvert au Burkina Faso. Elle paraît inédite.
Au centre hospitalier universitaire de Tengandogo, des enfants retrouvent le sourire. Nous étions dans les coulisses de cette opération cette semaine. Il est environ 6h30 ce mercredi 13 janvier lorsque les infirmiers arrivent dans la chambre du jeune Landrignon où il patientait depuis quelques jours en attendant son tour. C'est aujourd'hui qu'il sera opéré du cœur. Il est transféré au bloc opératoire. Sa mère qui l'accompagne est obligée de patienter sous le hall. Elle est forcément anxieuse. Plus d'une dizaine de médecins et d'infirmiers spécialistes mobilisés pour mener la chirurgie à cœur ouvert, le type d'intervention cardiaque nécessaire pour la pathologie dont souffre cet enfant de 9 ans. C'est en fait une pathologie congénitale qui consiste à une communication anormale entre les cavités du cœur. Étant donné que c'est anormal, le sang ne passe pas bien dans le cœur et ça entraîne des troubles qui ne sont pas compatibles avec la vie. Le patient est d'abord mis sous anesthésie générale et soumis à une oxygénation artificielle. Intervient ensuite les deux chirurgiens. Le français professeur Gérard Babatassi, qui totalise près de 40 années d'expérience, et le docteur Adaman Sawadogo, l'un des premiers chirurgiens cardiologues burkinabés. Chaque geste est effectué avec dextérité. La moindre erreur peut être fatale. Il procède à une incision au niveau du thorax, puis l'ouvre pour avoir accès au cœur. Et pour l'intervention, il faut totalement arrêter le cœur qui continue de battre. Lorsque le cœur est arrêté, en ce moment il est ouvert, la réparation est faite, soit directement par une suture ou bien par mise en place de prothèses, de patchs. Et pendant que le cœur est arrêté, l'organisme fonctionne grâce à cette machine qui permet de faire circuler le sang dans le corps du patient. L'intervention s'est bien déroulée. Elle aura duré plus de 7 heures d'horloge. L'enfant pourra récupérer parce que, comme vous le constatez derrière nous, il est tout à fait autonome sur le plan cardiaque. Donc il a une bonne fonction cardiaque. Vous voyez, le rythme est normal. Sur le plan respiratoire, ça va. Il a une bonne saturation. Et donc l'espoir est permis. Il s'agit là du 3e patient bénéficiaire de la chirurgie à cœur ouvert au Burkina Faso. Une série d'opérations rendues possibles grâce au partenariat entre le CHU Tengandogo et l'association française La Chaîne de l'Espoir, intervenant dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, ce n'est pas un épilogue, mais c'est le prologue. C'est le prologue d'une longue histoire. Il faut que les missions continuent à venir, minimum 6 à 8 l'année prochaine, pour opérer avec nos amis ici, les chirurgiens, puis de former ensuite toute l'équipe pour qu'elle puisse opérer seule. Et là, c'est le vrai succès. Et pour son autonomie en matière de chirurgie à cœur ouvert, le Burkina Faso semble bien parti. Le plateau technique est déjà disponible et la ressource humaine est aussi en constitution. 2 chirurgiens sont déjà opérationnels et les 5 autres en cours de formation. L'État veut faire vite pour le fonctionnement de ce service de cardiologie car 12% du taux de mortalité au Burkina Faso sont dus aux maladies cardiovasculaires. Et ça sera la fin de cette info, mais avant de nous quitter, sachez que les choses bougent. Secrétariat général du ministère de la Sécurité. Les policiers licenciés, les policiers membres du syndicat APN, Alliance Police Nationale, vous savez, cette semaine, ils étaient devant le ministère pour en savoir davantage sur l'évolution de leur dossier de réintégration. Ils ont porté l'affaire devant la justice, ils ont eu raison sur toute la ligne, ils attendent donc leur réintégration. L'exécution des décisions de justice qui reste un souci majeur pour le gouvernement et qui doit être une priorité cette fois-ci. Et on apprend donc que le Premier ministre a donné toutes les instructions au ministre en charge de la Sécurité pour gérer très vite donc, le dossier de ces policiers licenciés. Siaka, c'est une bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle. Nous en avons parlé plusieurs fois ici avec le cas des GSP. Et je pense que ce serait une ligne politique que le Premier ministre est en train de définir et que tous ces dossiers qui sont déjà passés par la justice ne connaissent plus de difficultés après les décisions de justice. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas encore passés devant la justice, mais ceux qui sont passés et sur lesquels la justice s'est prononcée. Il ne faudrait pas qu'il y ait des difficultés d'exécution des décisions de justice, parce que c'est un signal que l'État doit donner aux citoyens en disant que
La justice est souveraine, c'est un des 3 pouvoirs. Quand elle prend une décision, il faudrait que tous les acteurs, y compris l'État, s'y subordonnent. Merci, Cheikh Koulibaly. Merci. Ça sera tout pour cette info. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur BF1. Bonsoir.